Bonjour à toutes et à tous. On va commencer. Voilà, les personnes nous rejoindront au fur et à mesure. Bienvenue dans ce webinaire organisé par Nexiologue, sur les risques cyber, qui est organisé dans le contexte et dans le cadre du stage de fin d'études de Franck, qui est avec moi ici présent, sur les risques cyber et notamment l'utilisation de la donnée textuelle afin de prédire la sinistralité, la sévérité. Euh, on va vous présenter aujourd'hui différents éléments, donc un peu rappel sur le contexte et sur la base de données qu'on va utiliser, qui est la base PRC, une contribution avec la théorie des valeurs extrêmes qui permet voilà, de définir un seuil de grave, notamment sur la prédiction, un peu d'introduction au NLP, parce que c'est quand même le cœur du sujet derrière, sur le fait de traiter la donnée textuelle, les modèles de deep learning qu'on a utilisés, les résultats qui vont avec, et enfin le fait d'utiliser et de générer de la donnée via l'IA générative, afin de s'en servir pour la prédiction et l'apprentissage des modèles au niveau de la sévérité. Pour faire un peu de rappel sur le contexte, voilà, comme ça on est un peu tous sur le même niveau, les risques cyber, depuis maintenant 7 ans, sont classés numéro 1 en niveau d'enjeux et des risques pour la profession de l'assurance par la cartographie prospective de France Assureur. C'est un article que vous pouvez retrouver chaque année, produit par France Assureur, qui classe depuis maintenant 7 ans, donc comme je disais, les risques cyber comme le risque numéro 1 pour la profession de l'assurance, devant le changement climatique, ce qui est assez surprenant quand on voit quand même le dérèglement et tout ce qui est information autour. On voit beaucoup d'événements climatiques qui se produisent, c'est très médiatisé, mais le cyber, les événements cyber, et notamment les cyberattaques, ne le sont pas tant que ça, alors qu'ils sont premiers. Donc il y a quand même un premier paradoxe ici, et vraiment c'est un enjeu qui croît et qui est périn pour le secteur de l'assurance, encore plus maintenant que l'IA générative s'est démocratisée un peu partout. Un deuxième fait sur les risques cyber, qui est que le risque est quand même très fortement corrélé aux conjonctures géopolitiques. Donc là, par exemple, vous avez un graphe issu de notre analyse du rapport Lucide Lamrae de 2024, enfin 2025 sur les données 2024, qui présente les primes, l'évolution des primes, des sinistres et du loss ratio, donc de la performance, disons, du marché, sachant qu'au-dessus de 100, ça veut dire qu'on a été déficitaire, le marché est déficitaire sur le cyber. Et on peut relier en fait les pics vers le haut ou vers le bas avec des événements, voilà, des conjonctures géopolitiques. Donc on a la pandémie Covid durant notamment 2000 et 2020-2021 qui a fait exploser les sinistres sur le marché du cyber. La guerre en Ukraine en 2022 qui a fait l'inverse, vu que les Russes et les Ukrainiens se sont tapés entre eux, le taper l'Occident en termes d'attaque cyber. Donc le ratio global du marché a chuté d'une manière colossale. Et deux conjonctures niveau marché que sont le hard market cyber en 2021, 2022, 2023, qui est dû notamment au fait que après ces événements-là de la pandémie Covid, le marché s'est tendu, les conditions de souscription se sont durcies. Et donc le loss ratio a baissé encore plus d'une manière un peu artificielle cette fois-ci. Et enfin, un soft market cyber qui s'est mis en place depuis 2024, où les conditions de souscription se sont réassouplies, disons, et où en fait on a une augmentation du loss ratio global, mais qui n'est pas due en fait au risque qui devient plus mauvais, mais simplement en fait des conditions qui se sont relaxées. Également un peu de contexte sur la donnée, parce que dans n'importe quel type de modélisation, la donnée, c'est le nerf de la guerre. En cyber, c'est également vrai. Deux types de données qui existent, comme sur tous les types de modèles, les données privées et les données publiques. Sur les données privées, bon, bien sûr, ce sont les plus exactes. Je parle notamment de données de sinistralité qui pourraient avoir une base de sinistres, qui pourrait justement avoir des covariables dedans et qui pourraient permettre ainsi des études de tarification, d'analyse de risque que les données publiques ne permettraient pas, mais elles sont difficiles à obtenir. Parce qu'il est souvent nécessaire de payer pour ces dernières ou de passer par des partenariats qui font qu'en fait, ça peut être très, très onéreux très très vite et ça peut être difficile d'accès. Il y a également différents types de biais dans ces données-là, sur lesquels je ne vais pas forcément trop m'attarder, mais donc le biais réputationnel qui est qu'en fait aujourd'hui, malgré encore les développements récents, notamment de la directive DORA, assez peu d'entreprises déclarent par peur ou même ne savent pas en fait si elles ont eu un incident cyber, parfois elles ne le voient même pas. Un biais de déclaration qui est dû en fait typiquement si j'ai le droit à un seul sinistre déclaré par an et qu'on est en février et que mon contrat finit en décembre, je vais peut-être pas le déclarer sur un tout petit sinistre, donc typiquement sur le point de vue de distribution des sinistres, j'ai une censure aussi, enfin j'ai une troncature et j'ai des données censurées, etc. etc. Et sur les données publiques, le point c'est que par contre elles sont très faciles à obtenir, hein, vu qu'elles sont publiques, et donc elles sont open source, mais par contre elles sont beaucoup plus approximatives. Un point qui est très très bon cependant, c'est qu'elles font naître des rapports réguliers, des rapports qui sont très divers et qui permettent ainsi une meilleure compréhension globale du risque. J'en ai mis quelques-uns en bas, justement, Hiscox, IBM, Lucie et autres. Le problème, c'est que ces rapports sur les KPI quantitatifs ne sont pas tous d'accord. Ça pose un problème, notamment lorsqu'on cherche à utiliser ces KPI quantitatifs ensuite dans une optique d'analyse ou de modélisation. Tous les rapports sur pourtant les mêmes risques ne sont pas forcément d'accord. Et enfin, beaucoup de biais, encore plus que sur la donnée privée. On retrouve le biais de sélection, notamment typiquement sur la base PRC, qui est
qu'on va pourtant utiliser, qui fait qu'elle est uniquement aux États-Unis et que sur les fuites de data. Un biais de quantification qui fait que typiquement les sources publiques n'ont pas forcément, et même n'ont pas généralement, les coûts de sinistre par exemple, mais plutôt soit des agrégats, soit des variables qui sont corrélées ou connectées au risque lui-même ou à la sévérité elle-même, mais qui ne sont pas réellement le coût de sinistre. Et ça peut poser problème dans certains cas. Comme je disais, donc la base qu'on va utiliser, c'est la base PRC. Alors, un peu de contexte sur la base PRC aussi pour remettre dans le contexte global. C'est une base de données qui est publique, donc qui est sur les data breaches, donc les incidents de fuite de données et de breach de données aux États-Unis et aux États-Unis uniquement. Donc, elle contient maintenant plus de 9000 incidents qui sont documentés depuis 2005 et elle permet ainsi de traquer, analyser tout ce qui est fuite de données avec des variables telles que le type d'organisation, le type de secteur, le type d'attaque et autres. Ça a été pendant très longtemps, et ça l'est toujours d'ailleurs, une référence académique et publique pour comprendre en fait tout ce qui est tendance de violation de données, même s'il y a quand même pas mal de défauts sur la base PRC, elle reste quand même très utilisée et utilisable. On va en parler justement un peu après, il y a quand même des défauts et il faut en être conscient. Ce qui est très intéressant dans la base PRC, c'est une variable qui est indicative de la sévérité, qui s'appelle le number of records, donc qui est corrélé directement et qui connote en fait la sévérité, et qui n'est pas exactement le coût du sinistre. Donc typiquement, un exemple, c'est si jamais il y a 7 millions de personnes qui ont été affectées par un incident de fuite bancaire de données, par exemple, le number of records très probablement va être 7 millions, parce que c'est le nombre de personnes touchées, l'ampleur du sinistre, en fait, c'est indicateur de l'ampleur du sinistre. C'est pas exactement le coût, bien qu'il y ait une relation qui permette de passer au coût qui a été calibrée justement dans certains articles, mais ça reste mieux que rien sur ce côté-là. Je vous ai indiqué aussi quelques variables en fonction du type de variable et de leur utilisation, donc des variables catégorielles, textuelles, numériques, qu'on pourra utiliser justement par la suite. Le problème, par contre, de la base PRC, c'est qu'elle a une structure qui a été très instable dans le temps. En 2024, les variables ont radicalement changé, donc la construction de ces dernières, le type de données collectées, certaines ont été ajoutées, certaines ont été supprimées, certaines ont été changées. On le voit ici, typiquement, lorsqu'on voit un extract des variables importantes, disons, de la base PRC extraite en 2025, comparé à un extract qui date de 2019. Il y a eu beaucoup de changements. Alors, on pourrait se dire que ce n'est pas extrêmement grave dans le principe. Le problème, c'est que si on regarde d'un point de vue un peu quantitatif, notamment sur la variable number of records, elle a également changé de manière assez radicale. Et le problème, c'est que c'est la seule variable qui connote réellement la sévérité aujourd'hui. Et cette variable, comme on peut le voir sur la colonne de droite, donc du tableau de droite, sur la base PRC à origine 2019, qui est extraite en 2019, on avait quand même une moyenne relativement forte en termes du number of records, donc 1 500 000. Mais lorsqu'on regarde la même période de temps, donc 2005-2019, mais sur l'extract de 2025, donc qui est la deuxième colonne, on voit quand même que la distribution des sinistres a radicalement changé. Un autre problème, typiquement, si on regarde le maximum donc, des trois colonnes, c'est le même événement techniquement, c'est l'incident Yahoo, en fait, dans les trois cas, mais on voit quand même qu'il y a eu un ajustement du number of records de ce dernier. C'est un problème. Pourquoi? Parce que typiquement, ça veut dire qu'il y a eu des updates extrêmement fortes au fur et à mesure du temps et qu'on a une instabilité donc de la donnée. Mais bon, malgré tout, il faut quand même qu'on travaille avec ça parce que c'est aujourd'hui une des seules bases publiques qui a une variable qui connote la sévérité et donc il faut qu'on travaille avec ce type de problème. Si on veut voir ça de manière un peu plus visuelle et quantitative, on regarde la base PRC 2019 et on peut voir la distribution de la variable justement de number of records ou total affected, c'est la même chose. On voit voilà, des quantiles qui ont bougé avec le temps. Donc typiquement, si on regarde à gauche en 2019, à droite en 2025, on voit le quantile à 50% qui est la médiane qui a reculé en 2025. Pareil sur les autres quantiles, ce qui veut dire que la distribution est devenue beaucoup plus attritationnelle. C'est un problème, pourquoi? Parce que ça veut dire que le seuil de grave qu'on aurait pu penser au début, que nous on avait fixé à 60-40, donc on se disait 60% d'attritationnel en qualitatif et 40% de grave, ça pouvait être une représentation correcte. En 2019, en 2025, ça n'est plus le cas. Donc ça veut dire qu'on va avoir un besoin de recalibrer en fait ce seuil de grave afin d'avoir une analyse correcte. Et donc le but de cette analyse, ça va être de regarder en fait les incidents textuels et d'utiliser ces derniers dans un modèle de deep learning afin justement de prédire la sinistralité, donc si oui ou non le sinistre va être grave. Et je laisse la parole à Franck pour nous présenter la suite. Merci beaucoup pour la parole. Merci. Bon, pour calibrer le seuil de gravité, comme Hugo l'a bien précisé, on utilise une approche statistique assez robuste, qui est la théorie des valeurs extrêmes, pour le faire. Plus particulièrement, on utilise l'approche peak over threshold. Ici, l'approche est la suivante.
On essaye de considérer la distribution de la variable cible ici, qui est le number of records. On définit le seuil de gravité comme le seuil à partir duquel, lorsqu'on calibre les excès de la distribution empirique sur une loi de Pareto, lorsqu'on calibre les excès, on considère les excès de la distribution de la variable cible qui est le number of records, alors cette distribution s'approche d'une Pareto généralisée. Donc le but ici est de définir plusieurs seuils auxquels on va essayer de calibrer ces seuils, on va essayer de calibrer la distribution des excès sur une loi de Pareto généralisée et ainsi évaluer les paramètres de ces lois, que sont un paramètre de forme, qui est le gamma, et un paramètre d'échelle, qui est ici sigma. Donc, le seuil de gravité ici est considéré visuellement ici comme le seuil à partir duquel on a une évolution du paramètre de forme qui est gamma, qui stagne, une évolution qui est presque constante et stagne. Donc, lorsqu'on analyse le graphique, on constate qu'à partir du percentile, à partir du 95e et du 99, entre le 95e et le 99e percentile de la distribution number of records, on n'a presque plus une évolution du paramètre de forme. Mais pour pouvoir confirmer ces résultats, on utilise une approche beaucoup plus robuste qui est le test de Kolmogorov-Simonov pour pouvoir essayer de tester l'adéquation entre la distribution théorique de la loi simulée à partir des paramètres estimés et la distribution empirique des excès à partir du seuil défini. On constate que pour ce qui est du seuil de 4, et le but ici aussi est de maximiser la p-value de ce test, car l'hypothèse nulle de ce test est de confirmer l'adéquation entre les distributions théoriques simulées et la distribution empirique des excès. Donc, on constate que on a un maximum, les seuils optimaux obtenus sont des seuils correspondant au 95e et au 99e percentile, qui correspondent à un number of records de 326 000 fichiers bréchés pour le seuil de 99, pour le seuil correspondant au 95e percentile et de 2 millions et plus de 2 millions de fichiers bréchés pour le seuil correspondant au 99e percentile. Donc, ces deux seuils seront considérés par la suite comme seuil de gravité. Et ces seuils également sont utilisés pour définir les étiquettes, des étiquettes et descriptions des incidents cyber. Donc, étant donné ici, on rappelle l'objectif du travail. L'objectif, c'est de se dire, on a les rapports d'incidents, les rapports textuels d'incidents, et on veut prédire, si ces incidents sont graves ou pas. Donc, pour le coup, on utilise la description textuelle. Et pour le faire, on a besoin de traduire ces rapports textuels d'incidents en données compréhensibles par la machine. C'est ainsi qu'on utilise le NLP, qui était l'un des outils pour pouvoir essayer de traduire le test en données compréhensibles par la machine, ici les vecteurs. Et pour le faire, on a besoin, premièrement, de nettoyer le test, d'effectuer les opérations de tokenisation, ainsi que de supprimer les mots qui n'apportent pas d'informations à la prédiction de la sévérité des incidents. Et les opérations également de lemmatisation sont faites en prenant uniquement les racines des mots qui apportent l'information essentielle. Le but ici, c'est également de réduire le vocabulaire de mots pour que la machine puisse mieux comprendre, puisse mieux comprendre le champ lexical qui sera utilisé pour pouvoir traduire du test en vecteur. Des bigrammes également et des trigrammes sont créés par la suite pour pouvoir essayer de faire comprendre à la machine plusieurs expressions qui sont uniquement compréhensibles par l'humain. L'exemple ici, c'est le thème Social Security Number. Au lieu de fournir à l'algorithme ces mots séparément, il serait mieux de leur coller, pour que l'algorithme puisse comprendre l'importance du numéro sécurité sociale dans la prédiction de la gravité. Donc, après l'étape de tokenisation, on définit un vocabulaire qui a une dimension dans laquelle les mots seront dans un premier temps vectorisés à partir d'une approche one-hot encoding. Cette première approche ici-là n'intègre pas encore le rapport sémantique qu'il y a entre des mots. Et il est important ici-là de définir un autre espace dans lequel on pourra projeter ces mots pour que ces mots puissent tenir compte de la proximité sémantique qu'il y a entre les mots. Et l'algorithme généralement utilisé sont les algorithmes d'embedding. On a l'exemple ici à la figure à droite, à gauche, qui présente 4 mots. On a Bridge, Data Leak, Update, Firewall. De manière sémantique, les mots Bridge et Data Leak sont proches. Et le but ici,
c'est de projeter ces mots dans un espace de telle sorte qu'on aura une mesure qui permet de définir la proximité entre ces mots. Dans le cas d'espèce, on utilise la similarité cosinus qui définit deux mots proches lorsque on a un angle qui est proche de zéro entre ces deux mots. Dans le cadre de notre travail, on a utilisé l'algorithme de Word2Vec, qui est un algorithme largement utilisé dans la littérature, qui est un algorithme de word embedding contextuel. L'approche ici consiste à attribuer un vecteur à un mot en fonction de son contexte. Le contexte ici, c'est l'ensemble des mots qui sont autour du mot dont on veut prédire, dont on veut obtenir sa représentation vectorielle. Donc, on a deux approches. Une première approche qui est le Continuous Back of Word, qui consiste à utiliser un modèle de réseau de neurones pour pouvoir essayer de projeter le mot dans un espace en utilisant les mots qui sont autour de lui. Et on a une deuxième approche qui est également une approche qui utilise un algorithme de réseau de neurones qui utilise plutôt le mot pour pouvoir prédire le- 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 les autres mots qui sont autour de lui. Après avoir appliqué cet algorithme sur notre corpus issu de la base PRC, on observe la représentation suivante qui est une projection en dimension 2. On observe bel et bien que notre algorithme a pu bien représenter le vocabulaire. Ici, on a plusieurs clusters qui se forment et qui correspondent à un champ lexical bien précis. Bien précis. On constate qu'on a un cluster ici en rose qui est le champ qui correspond au champ lexical du domaine bancaire, où on a des mots tels que carte, banque et card bank, customer, credit card, qui sont proches sémantiquement et également proches lorsqu'on fait la représentation vectorielle. On a également un autre cluster qui est là, ici, en orange, qui se rapproche beaucoup plus du champ lexical euh, du domaine médical, où on a des expressions telles que patient, hospital, medical record, qui sont des mots qui sont proches sémantiquement et qui sont également proches lorsqu'on le projette dans un espace vectoriel. Donc, après avoir défini les étiquettes en définissant les seuils de gravité et représenté les rapports d'incidents dans un espace qui sera compréhensible par la machine, il est important ici là maintenant de faire un point sur les algorithmes qui permettent de lier ces deux éléments pour pouvoir essayer d'entraîner, d'entraîner un outil qui permettra, à partir des rapports d'incidents, de prédire si oui ou non une attaque sera grave ou pas. Donc, pour le cadre, on essaye de vous décrire la méthodologie générale ou le pipeline qui a été utilisé pour pouvoir effectuer ce travail. Donc, on rappelle ceci, les données utilisées proviennent de la base PRC, un traitement de test a été fait et un algorithme de word embedding, à l'occurrence Word2Vec, a été utilisé. Et plusieurs algorithmes également ont été mis sur pied en allant des algorithmes de machine learning tels que les régressions logistiques, les super vecteurs machines, les arbres de décision fort aléatoires, XGBoost et les modèles de deep learning, à l'occurrence les perceptrons multicouches et les LSTM. La métrique qui a été utilisée pour pouvoir évaluer ces algorithmes est la métrique du F1 score, qui est une moyenne entre la précision et le rappel. Et nous rappelons également que pour pouvoir améliorer les prédictions au sortir de nos modèles de machine learning, nous avons utilisé une approche qui s'apparente à la détection de la fraude, qui est l'expression des regex pour pouvoir améliorer les sorties de nos modèles et ainsi augmenter la performance. Ici, on essaie de faire un focus sur les méthodes de deep learning qui ont été utilisées pour pouvoir essayer de prédire ou bien d'évaluer la sévérité de nos rapports d'incidents. Donc, pour le coup, on utilise premièrement le perceptron multicouche qui est le modèle de base du deep learning. L'idée ici est de considérer un neurone artificiel qui s'apparente à un neurone biologique et qui prend en entrée les embeddings de rapports textuels et combine à des points sur lesquels on affecte une fonction d'activation. Donc, en combinant ces neurones en plusieurs couches, on obtient ce qu'on appelle un perceptron multicouche, comme vous pouvez le voir à l'image à droite là, qui est structuré comme si on a des couches en entrée, des couches cachées et des couches de sortie. Donc, le but est que le réseau puisse apprendre des relations complexes entre les données en entrée, que sont les descriptions d'incidents qui ont été préalablement traduits en vecteurs, et les données en sortie, que sont les étiquettes qui ont été définies par les seuils de sévérité obtenus précédemment. Mais
Une limite également des perceptrons multicouches est que les données en entrée ont été résumées, c'est-à-dire c'est un résumé des représentations vectorielles des mots qui constituent ces rapports qui sont fournis en entrée des perceptrons. Par conséquent, le modèle n'apprend pas de la structure du test, étant donné que les rapports d'incidence sont des agencements séquentiels de mots. Il est important ici d'analyser des modèles de deep learning qui prennent en compte ces structures. C'est ainsi qu'on introduit les réseaux de neurones récurrents qui, introduit la notion de mémoire. Le but ici, c'est d'introduire de manière séquentielle les mots qui constituent un rapport d'incident pour que le réseau de neurones puisse mieux comprendre et mieux prédire en captant la structure et l'agencement séquentiel des mots dans ces rapports d'incident. Cependant, les réseaux de neurones récurrents sont confrontés à un problème qui est le problème d'oubli. Plus la séquence est longue, plus ce modèle n'apprend pas mieux de l'agencement des mots dans une description textuelle. Là, pour pouvoir pallier à ce problème, on a mis sur pied un autre modèle qui est le Long Short Term Memory, qui sont les LSTM. Les LSTM ajoutent au réseau de neurones récurrents une mémoire, un mécanisme de mémoire sélectif qui permet de retenir l'information pertinente dans une description séquentielle en introduisant ou bien en perfectionnant la représentation d'une cellule en perfectionnant la représentation d'une cellule de réseau de neurones récurrents, en y ajoutant des cellules mémoire et trois portes, entre autres une porte d'oubli, une porte qui permet de mémoriser les informations pertinentes et une porte de sortie qui permet de prendre en compte les informations qui ont été mémorisées et à la sortie du modèle. Donc, de manière théorique, on s'attend à ce qu'un LSTM performe plus mieux sur l'objectif de modélisation qu'est l'évaluation de la sévérité qu'un modèle de LSTM. Donc, nous avons donc appliqué ces différents algorithmes de machine learning et de deep learning à notre base et là, nous avons le résultat suivant. On constate bel et bien que le LSTM se place en première position, suivi des perceptrons multicouches. Que ce soit le seuil de sévérité fixé au 95e percentile de la distribution de la variable cible ou le seuil de sévérité fixé au 99e percentile. Et lorsqu'on analyse les probabilités au sorti de chaque modèle entre le LSTM et le MLP, bien que le LSTM, c'est le modèle le plus performant, le perceptron multicouche a des résultats beaucoup plus fiables, car on constate que les probabilités ici là sont beaucoup plus polarisées. Donc, on a plus de certitude lorsqu'on utilise un perceptron multicouche qu'un LSTM, bien que le LSTM a des performances de classification beaucoup plus importantes que les perceptrons multicouches. Et lorsqu'on évalue aussi, lorsqu'on évolue aussi pour ce qui est du niveau de sévérité, on constate que les qualités de chaque modèle baissent. Ceci est en partie dû au fait que lorsqu'on fixe un seuil de sévérité très grand, on a un certain déséquilibre dans la base entre les sinistres graves et les sinistres attrititionnels. C'est la raison pour laquelle nos modèles n'apprennent pas suffisamment pour mieux prédire les cas graves et les cas attrititionnels. Et c'est ce qui introduit donc, ou bien c'est ce qui motive donc euh, l'utilisation de cette technique qu'est l'expression des regex pour pouvoir améliorer la prédiction aux sorties des modèles, des modèles de classification, que ce soit les modèles de machine learning ou les modèles de LSTM. Donc, l'idée ici est de considérer à la sortie d'un modèle de classification des incidents qui contiennent des patterns nombreux mots. En effet, on a constaté qu'à l'entame du traitement du test, on a extrait des nombres dans les descriptions des sinistres, tout simplement parce que ces nombres n'apportaient pas d'informations lorsqu'on les traduisait en vecteurs et lorsqu'on les mettait dans des modèles de classification. Mais cependant, on constate que lorsqu'on couple ces nombres à certains mots, et à certains mots qui appartiennent à un vocabulaire qui a été préalablement défini, appelé vocabulaire pertinent, on constate que ces nombres sommés permettent de donner une certaine indication sur la variable number of records et peuvent être utilisés pour pouvoir améliorer les prédictions aux sorties des modèles de classification. Donc, le but ici, c'est de reclassifier à la sortie d'un modèle de régression les sinistres qui soit ont été classés attrititionnels ou classés graves. Et donc,
Merci Franck. Comme disait Franck, donc dans l'idée, c'est de se dire, voilà, si j'ai dans un descriptif 7 millions et 27 000 employés, bah, le score sera 7 plus 27 000 et de comparer ça par rapport à un seuil regex. Et on reclasse soit en attritionnel, soit en grave à la fin le sinistre. En résultat, c'est assez intéressant ce qui se passe, c'est-à-dire que tout à l'heure, on avait quand même des résultats bon, sur le 60e percentile qui étaient relativement satisfaisants, mais sur le 95e et le 99e qui l'étaient quand même pas mal moins. Donc là, si on regarde les matrices de confusion à gauche, donc la première colonne à gauche sur la sortie des LSTM, bon, on retrouve les résultats de tout à l'heure. Maintenant, la chose intéressante, c'est si on reclasse, comme disait Franck, deux fois, donc une première fois selon les graves et une deuxième fois selon les attrititionnels sur cette technique que sont les expressions régulières, on a quand même une énorme amélioration en fait, du F1 score qui en résulte, donc, dans la reclassification qui se produit, allant même jusqu'à des F1 scores de 87% sur le 60e percentile, de 94% sur le 95e et de 82% sur le 99e. Donc c'est quand même une technique qui est très qualitative et qui permet en fait, comme disait Franck, comme ce qu'on pourrait faire en détection de fraude, de reclasser très fortement les sinistres qui n'auraient pas été forcément bien prédits par la machine. On va parler un petit peu d'IA générative. Donc, comme on disait tout à l'heure, l'idée, c'est de voir si on peut utiliser l'IA générative pour générer et simuler des sinistres et d'utiliser ça ensuite pour la prédiction. Alors, l'intuition, qu'est-ce que c'est? C'est de se dire, on peut repartir de quelque chose que je pense pas mal de personnes ici connaissent, qui s'appelle le bootstrap. Le bootstrap, c'est de se dire, bon, j'ai un échantillon numérique. Voilà, j'ai pris un exemple juste en bas, 10, 40, 100, 200. Et une propriété intéressante du bootstrap, c'est que si on fait du bootstrap, donc si on resimule, si on rééchantillonne ce jeu de données numérique suffisamment de fois, on a une convergence asymptotique garantie sans biais, par exemple de la moyenne bootstrapée vers la moyenne réelle, empirique. Donc c'est très intéressant comme concept, sauf que c'est uniquement sur le côté numérique. La question c'est, est-ce que c'est toujours vrai par exemple pour du texte? Parce que intuitivement, on pourrait se dire qu'un LLM, comme ChatGPT ou autre, ça pourrait être assimilé à un très très gros système de bootstrap, parce que un LLM, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va réutiliser des mots provenant de sources, de contextes sur lesquels il s'est entraîné, et il comprend en fait le lien sémantique entre les mots, et ensuite il va prédire, en suivant la probabilité du mot le plus probable qui suit, il va prédire en fait, et il va faire une génération de texte. Et donc la question c'est, est-ce que cette propriété qu'on vient juste de présenter sur le bootstrap de convergence asymptotique sans biais est conservée lorsque maintenant on utilise typiquement du texte qu'on génère par LLM? C'est ce qu'on a voulu regarder avec Franck en intuition. L'approche ici, c'est de se dire, bon, on veut construire en fait une méthode qui génère des sinistres, des descriptifs pardon, de sinistres, qui permettra ensuite de correctement en fait simuler ces descriptifs d'incidents cyber. Et donc, deux possibilités, soit on laisse faire un LLM, voilà, on lui donne juste un peu de contexte, de prompt engineering, ou soit on va un peu l'aider. Donc c'est une approche qu'on a appelée non paramétrique versus paramétrique. D'une manière commune, c'est qu'on va fournir quand même des exemples de sinistres graves et attrititionnels issus de la base PRC qui sont assez diversifiés, 25 de chaque en réalité. Et en fait, dans le non paramétrique, c'est que maintenant on va dire, sans contexte supplémentaire, on va demander au LLM de nous générer des sinistres, des descriptifs pardon, de sinistres graves sans contrainte supplémentaire, comme je disais. Et sur le paramétrique, par contre, on va essayer de booster un petit peu, d'aider un petit peu le modèle, enfin le LLM en question, afin en fait de voir si on a un gain de précision ensuite. Et ce qu'on fait du coup, c'est qu'on simule au préalable, donc suivant la distribution empirique et les distributions empiriques conditionnelles de variables clés qu'on a identifiées, donc qui sont ici le type d'organisation et par exemple le type de brèche. On va donc simuler les réalisations de ces variables-là. Et c'est ça qu'on va donner ensuite au modèle, enfin au LLM, en disant, ben voilà la réalisation de ces variables. Maintenant, en plus de ça, tu suis ces réalisations de variables et tu me génères le descriptif qui est associé. Donc, par contre, dans les deux approches, ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'il y a eu beaucoup d'itérations qui ont été nécessaires afin de converger vers un prompt qui produit des résultats satisfaisants. Il y a quand même eu beaucoup de prompt engineering nécessaires sur ça, et c'est du temps qui a été passé. On ne détaillera pas le prompt qui a été utilisé, simplement parce que c'est très long. Il y a beaucoup de contexte et beaucoup de choses, mais vous pouvez imaginer quand même ce qu'il est nécessaire de faire pour avoir un prompt de qualité. Quelques petits exemples. Donc à gauche, on a des incidents réels issus donc de la base PRC, donc avec les variables qui sont avec. Donc on a un descriptif tel qu'il est présent dans la base. Et à droite, on a typiquement un incident généré par ChatGPT, donc qui est le modèle ChatGPT 5 qu'on a utilisé. Donc on peut voir quelque chose qui sémantiquement et d'un point de vue linguistique fait complètement sens par rapport à ce qu'on pourrait retrouver dans un incident réel. L'Office de la Californie, de l'Attorney General a reporté que, etc., etc. Donc ça fait
plutôt sens, et ça, c'est quelque chose que on va pouvoir inclure dans le processus, comme Franck a présenté, de tokenisation, de lemmatisation, d'enlèvement des stop words, de cleaning, etc., pour ensuite utiliser ça dans un modèle. Pour évaluer si oui ou non ce genre de choses marche, il faut quand même qu'on définisse des métriques d'évaluation. Donc on a défini 3, que sont la Jensen-Shonert divergence, donc qui a pour but de comparer des distributions de probabilité entre les données réelles et simulées, donc de se dire en fait si on a une similarité entre les deux distributions ou non. Ce qui s'appelle ensuite le biais de centre, qui permet de mesurer le décalage entre le centre, en fait, d'un point de vue barycentre des embeddings réels et des embeddings simulés, donc d'un point de vue linguistique. Et en fait, enfin, ce qui s'appelle le MMD-RBF, qui permet de comparer la forme en fait des distributions réelles, enfin des distributions d'embedding qui ont été faites, et surtout capter en fait les écarts d'un point de vue forme qu'un simple centre ne pourrait pas détecter. Donc c'est les trois métriques qu'on a utilisées pour essayer d'évaluer et de comparer surtout les approches. Et lorsqu'on fait ça, on se rend compte quand même de quelque chose. C'est à gauche, voilà, vous avez les techniques de prompt qu'on a utilisées et à droite les métriques de biais aussi. On se rend compte quand même que la génération paramétrique est systématiquement au-dessus sur ces métriques qu'on a définies au préalable. Alors, il y a une petite différence avec ce qui s'appelle l'ajout de la variable Information Affected Explanation, qui est une variable supplémentaire de contexte, qui est présente d'ailleurs dans la base percée et qui est vraiment un complément d'explication textuelle. Et donc, on a voulu aussi voir si, en générant en plus cette variable, on avait une amélioration du biais qui est notable. À savoir que plus le biais est proche enfin, plus la métrique est proche de zéro, mieux c'est. Et enfin, les résultats liés au fait d'utiliser cette IA générative. Alors, on l'a fait dans le perceptron multicouche. Pourquoi? Parce que le fait de retrain un modèle de LSTM, on n'en a pas forcément parlé, mais c'est extrêmement coûteux en termes de performance et de coûts computationnels. On a dû passer par des machines virtuelles, etc., pour le faire. Donc là, pour l'instant, à date, ça a été fait que sur le perceptron multicouche. Mais il y a deux choses qui sont intéressantes. C'est que quand on ajoute des sinistres attrititionnels, donc là, par exemple, au 80e percentile, on fait baisser le F1 score, donc on détériore la qualité du modèle. C'est assez logique dans un sens parce que lorsqu'on ajoute ces signes traditionnels dans l'entraînement, dans la compréhension du modèle, on dilue l'information encore plus des graves, sachant que, comme l'a présenté Franck, bah, le modèle a parfois du mal à classifier aujourd'hui parce qu'il a peu d'exemples en fait pour comprendre ce qu'est un grave de ce qu'est un attrititionnel. Donc on a quand même un effet de dilution qui est notable dans le F1 score, avec juste 500 sinistres alors qu'il y en a déjà 6000 et quelques dans l'entraînement. Donc ça, c'est quand même notable. Et par contre, si on ajoute des sinistres graves, là par exemple 5000, pour essayer d'avoir une équivalence en termes de poids de classe, on se rend compte qu'on a un F score qui s'améliore. Donc ça, c'est assez important et notable aussi, de se dire que l'IA générative, via la génération de sinistres, de descriptifs de sinistres, peut aider à la prédiction, à l'amélioration de la prédiction. Voilà, typiquement, c'est là aujourd'hui, là où on s'en est arrêté. Et en perspective future sur cela, c'est de voir aussi en couplant aux approches de regex et en couplant aussi aux approches de LSTM, ce qu'on pourrait avoir en allant plus loin. On vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions.